Si tu penses que ça va s'arranger tout seul, si tu crois que ton employeur ne peut pas faire ça, si tu fais confiance au RH parce que ce sont des pros, tu es peut-être en train de fragiliser ton dossier sans le savoir. Bienvenue dans Face à l'employeur, le podcast du cabinet Howard. Ici, on ne raconte pas juste des affaires, on t'explique ce qu'elles t'apprennent. Et aujourd'hui, Marlon Zard, va décortiquer un dossier intéressant, le dossier d'une vice-présidente qui a travaillé jusqu'au craquage, jusqu'à craquer. Alors, à quel moment elle aurait pu éviter le pire? Qu'est-ce qu'elle a bien fait? Comment elle a gagné son procès accompagnée par le cabinet Howard? Et surtout, si quelqu'un vit exactement la même chose en ce moment, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? On commence en 30 secondes, pour commencer avec les informations les plus importantes. Marlon, dans une situation comme elle a vécu, quelles sont les erreurs classiques qu'elle a évitées ou qu'elle a fait, et comment se protéger? Il y a une erreur classique que tout le monde fait. Tous les cadres se disent: «Je suis cadre, donc on n'a pas à me payer mes heures supplémentaires». Sauf que vous avez différents types de cadres et vous avez notamment les cadres au forfait jour. Cadre au forfait jour, ça veut dire en effet que, on ne va pas vous payer vos heures supplémentaires. Sauf que le forfait jour, c'est dérogatoire au droit commun. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que normalement, en droit français, quand vous travaillez 35 heures et toutes vos heures supplémentaires sont payées et majorées. Cadre forfait jour, comme c'est dérogatoire au droit commun, c'est extrêmement encadré. Et si votre employeur notamment ne vous fait pas signer une convention de cadre forfait jour ou ne vous contrôle pas votre charge de travail au moins une fois par an, dans un entretien spécifique dédié, eh ben, vous pouvez demander toutes vos heures supplémentaires. Et l'erreur à éviter absolument, c'est de se dire: «OK, je suis cadre, on ne me paye pas mes heures supplémentaires». Parce qu'en réalité, si on n'a pas contrôlé votre charge de travail, vous pouvez réclamer l'intégralité du paiement de vos heures supplémentaires. Mais pour cela, il faut les prouver, les heures supplémentaires. Et donc, il faut garder tous vos mails d'envoi, vos mails que vous avez envoyés le matin, le soir, les traces de votre travail avec les heures de votre travail pour pouvoir être en mesure de réaliser un tableau qui vous permettra de demander toutes vos heures supplémentaires. Ça, c'est un des premiers points, une première erreur à éviter absolument. Donc, oublier de garder les preuves de son travail. Ça, c'est une erreur de base à éviter, Marion. Ok, est-ce que tu as d'autres idées d'erreurs que tu veux donner maintenant, ou est-ce que tu veux les développer au fur et à mesure de l'histoire qu'on va raconter, l'histoire de cette salariée? Je peux donner une deuxième erreur. Vas-y. Alors, je vais te donner un deuxième écueil qu'il faut absolument éviter. C'est de croire que vous pouvez travailler sans vous arrêter, tout en préservant votre santé et votre sécurité. Quand vous êtes en surcharge de travail, quand vous ne pouvez plus de cette situation, il faut absolument alerter votre employeur, lui envoyer des courriers, vous plaindre au CSE, vous plaindre à la médecine du travail pour leur montrer que ça ne va pas. Parce que si vous alertez votre employeur a une obligation de santé-sécurité qui est une obligation de moyens renforcés, c'est-à-dire qu'il doit agir pour vous protéger. Et beaucoup de salariés souffrent, mais souffrent en silence, alors qu'en droit, ce qu'il nous faut, c'est des preuves, c'est des alertes, des mises en demeure en réalité de votre employeur de respecter son obligation de santé-sécurité. Très bien, alors je propose qu'on commence par donner un exemple, enfin, donner l'exemple de cette situation qui t'avait pensé à ces conseils. Euh, Déjà, quelle est la personne qui est venue vers toi? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Qu'est-ce qu'elle faisait? Quelle était la société? Quel était son poste? Comment ça se passait? Alors, cette personne, quand elle est venue au cabinet, pour la première fois, elle était extrêmement affaiblie. Elle a eu son premier rendez-vous d'une heure qui aurait été à durer 2 heures et demie. Pourquoi? Parce qu'elle était en surcharge mentale. Elle ne pouvait plus, elle ne voyait pas la rationalité de son dossier. En réalité, cette personne avait été embauchée il y a, je crois que c'était l'année 2013, pour être directrice commerciale d'une des plus grosses boîtes de cosmétiques. Et en réalité, quand cette personne a été embauchée, il y a eu énormément d'articles de presse spécialisés félicitant cette embauche. Cette personne était en réalité une véritable star du milieu et on voyait son embauche comme quelque chose d'exceptionnel.
Et ça a été exceptionnel pendant des années, puisqu'elle est passée de directrice commerciale à vice-présidente de la société. Elle s'est donnée à fond. Elle a travaillé sans compter jusqu'à arriver quasiment au plus haut grade qu'elle pouvait obtenir. Elle répondait directement en fait, du président de la société. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout a basculé au moment où la société dans laquelle elle travaillait a été rachetée. Cette société a été rachetée par un grand groupe américano-canadien et sa situation s'est totalement dégradée. Comme c'est souvent le cas, Marian, pour les salariés, quand ils subissent des réorganisations d'entreprise, il y a beaucoup de personnes à qui on monte la porte pour leur dire: «C'est fini, vous ne travaillerez plus chez nous», mais de manière un peu détournée. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour elle, si j'ai bien compris. Progressivement, on l'a amenée à vouloir partir. Et pour ça, on a utilisé des choses un peu subtiles au début, il me semble. Oui, oui, c'est ça. En fait, dès le début, dès le rachat, ils ont nommé une nouvelle présidente de la société, à qui elle devait répondre, donc ils ont créé une strate en plus et cette vice-présidente a mené un véritable acharnement contre cette personne, contre ma cliente. Mais un acharnement qui pendant 6 mois a été extrêmement violent. C'est-à-dire que ma cliente avait ses équipes et en fait, la personne qui a été nommée a commencé à contacter directement ses équipes, sans lui demander autorisation, sans la mettre en copie. En fait, c'est une stratégie de bypass. Mais le bypass, c'est quoi exactement? Bah, le bypass, c'est en fait quand tu as une équipe et qu'on, évite de te consulter, quand tes supérieurs vont carrément saper ton autorité hiérarchique et morale vis-à-vis de tes subordonnés, vis-à-vis de tes salariés. En réalité, jusqu'à maintenant, elle avait quasiment les pleins pouvoirs sur ses équipes et en fait, du jour au lendemain, on se passait totalement de son accord. En fait, on l'a un peu déclassée et donc il y a eu cette stratégie de bypass. Il y a eu des insultes devant toutes ses équipes, des remises en cause des compétences de manière extrêmement violente et pour te dire, c'était extrêmement documenté. Vous aviez des attestations de salariés qui montraient clairement comment s'est manifestée cette première phase qu'on peut, assimiler à du harcèlement moral en réalité. C'est du harcèlement moral direct de la supérieure hiérarchique qui venait d'arriver et donc ma cliente a alerté sa direction et quelque temps après, le harcèlement qui était au départ direct, s'est transformé en harcèlement, si tu veux, plus insidieux. Mais là, on apprend quelque chose déjà. On apprend que rien en agissant immédiatement, en étant proactive, elle a quand même diminué la force de ce qu'on lui mettait dans la tête. Ah oui, en se plaignant à son employeur, en disant: «Il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça». Elle mettait Actuellement. en réalité en demeure son employeur de respecter son obligation qu'il avait à son égard, de rectifier la situation et là, Mmh. il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait en fait, il l'a fait de manière, dans les apparences, il l'a fait, mais en réalité, comme vous l'avez compris, son but, c'était suite à la réorganisation de l'entreprise, de sortir ma cliente. Il a commencé à faire du harcèlement, mais cette fois beaucoup plus insidieux. Ce n'était pas direct. Ça s'est manifesté, ce 2e phase de harcèlement, d'une manière assez folle en réalité. Vous avez une vice-présidente qui est vice-présidente, de sa société. À côté de ça, je t'ai dit, Marian, que la société a été rachetée par une société américano-canadienne. D'accord. OK? Et maintenant, quand la société américano-canadienne a acheté cette société donc française, ils ont acheté aussi une société anglaise. Et dans cette société anglaise, il y avait aussi une vice-présidente. Et en fait, en réorganisation de la société en réorganisant la société, ils ont dit que la vice-présidente de la société anglaise passait de fait au-dessus de ma cliente vice-présidente française et en fait, dans les organigrammes de la société, alors qu'elle avait toujours été vice-présidente Europe, elle devient juste vice-présidente France et en réalité, peu à peu, elle a commencé à perdre pied puisque toutes les tâches qu'on lui demandait étaient des tâches, qu'elle faisait en tant que directrice commerciale. Auparavant, au moment de son embauche. Donc en réalité, on l'a totalement, Déclassé. déclassée. On l'a totalement déclassée et ce qui est fou dans ce dossier, c'est qu'il y a eu plusieurs alertes.
Mais c'est aussi que cette dame qui a monté les échelons les uns après les autres, qui a commencé à se plaindre de cette situation, et ben, pendant toute sa relation de travail, elle s'était battue du début à la fin. Elle travaillait des heures mais incommensurables. En fait, concrètement, elle commençait à 8 heures et finissait entre 22 heures et minuit. Et elle prenait, des VTC pour rentrer, elle commandait enfin, elle déjeunait sur place et tout ça, on avait toutes les notes de frais pour prouver les heures supplémentaires. Mais elle travaillait des heures énormes et à partir du moment où on a commencé à la harceler directement puis insidieusement et on l'a déclassée pour lui refaire prendre un poste qui était initialement le sien à son embauche 10 ans avant, et ben, elle a perdu pied. Elle a perdu pied parce que quand on travaille pour quelque chose qu'on aime, on peut se permettre parfois de se donner à fond, mais quand d'un seul coup, on vous enlève tout l'intérêt de votre poste de travail du jour au lendemain, vous prenez du recul sur votre travail et vous pouvez très facilement perdre pied. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé quand elle est venue me voir. Je disais au début du podcast, cette dame n'était plus la même. Je ne pouvais pas, quand je l'ai vue en face de moi, je ne pouvais pas imaginer que cette personne-là était celle qui avait été félicitée de toutes parts par la presse spécialisée quand elle avait pris son poste initialement. C'est de la dame que j'avais en face de moi était une dame, dans son cerveau, ça ne percutait plus. Et je me rappelle très bien, elle m'a dit quelque chose qui m'a totalement marqué pendant cet entretien. À la fin des 2 heures et demie, quand elle pensait que son dossier était perdu, alors que moi, je voyais un dossier, mais gagné. Elle, quand elle voyait le dossier perdu et que je lui expliquais pourquoi son dossier était incroyable, qu'il méritait à être retravaillé, à être réorganisé pour être beaucoup plus percutant, mais qu'il fallait se battre pour ça, et cetera. Elle me disait clairement: «Maître Zard», et je me rappelle, elle a pleuré à ce moment-là. Elle me disait: «Maître Zard, je comprends ce que vous me dites, mais mon cerveau ne percute plus», et elle pleurait, elle n'arrivait plus à faire de phrases de manière cohérente, et cetera, et je me disais: «Mais» et elle montrait pourtant les articles de presse en face de moi, je me disais: «Mais comment cette dame successful au plus haut point a pu être détruite au plus haut point par sa société?» Et ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit: «Ce dossier, quoi qu'il arrive, je le battrai jusqu'au bout et je le gagnerai». Et il me semble que c'est ce que tu as fait, mais attends, on va revenir un tout petit peu en arrière. On va revenir un tout petit peu en arrière parce qu'elle est venue te voir, mais elle n'est pas venue te voir au tout début, du process juridique. Mmh. Qu'est-ce qui s'était passé avant, au niveau des prud'hommes? Comment ça s'était passé et qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, tu l'as compris, on a en face de nous quelqu'un qui initialement se donne et s'est battue à fond pour son travail. Bah, elle s'est battue de la même manière pour son dossier. Quand elle a commencé à faire des alertes et qu'elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas de retour, quand elle a commencé à perdre pied et qu'elle a eu ses premiers arrêts de travail et que ces arrêts de travail, alors c'est quelque chose à noter qui est fou, ça n'arrive jamais normalement. À ce niveau de responsabilité, donc vice-présidente, c'est très rare que le burn-out soit reconnu en maladie professionnelle. Et ben, son burn-out à elle a été reconnu comme maladie professionnelle. Ça veut dire que la sécurité sociale a enquêté et s'est dit: «OK, cette dame est en burn-out et c'est lié à son travail». Ça n'arrive quasiment jamais et c'était quelque chose de fou. Elle avait obtenu ça. Elle avait obtenu la maladie professionnelle et elle était assistée par une autre avocate qui avait tenté de la sortir amiablement du dossier, donc enfin de cette société. Elle est contactée par cette autre enfin elle, travaille avec cette autre avocate, une lettre d'avocat est envoyée pour trouver une sortie amiable et ça ne marche pas. Et ce qu'a fait ma cliente, c'est qu'elle a saisi le conseil de prud'homme en résiliation judiciaire du contrat de travail. C'est-à-dire qu'elle a demandé au prud'homme: «Regardez, ce que je vis est trop grave, donc mon contrat de travail, je vous demande judiciairement de le rompre». C'est ce qu'elle a fait. Et concrètement, je vous ai dit qu'elle était extrêmement fouillée, et cetera. Et ben, elle s'est perdue dans l'organisation de son dossier et le dossier s'est un peu perdu dans les limbes des prud'hommes, ce qui fait elle a participé à 2 ou 3 audiences et ça a été, et l'affaire a été radiée parce qu'elle n'avançait pas. L'affaire n'avançait pas. Radier, c'est une mesure de punition judiciaire pour vous dire: «OK, vous n'avez pas avancé dans le dossier, on le radie, on le retire du rôle et vous avez 2 ans pour le réintroduire».
Alors moi, elle était venue à ce moment-là. Elle était venue parce que le dossier avait été radié, qu'elle voulait changer d'avocat et que, c'était un dossier, il y avait des centaines et des centaines de pièces et donc il a fallu prendre son dossier, le retravailler intégralement Mmh. pour ensuite le réintroduire au prud'homme, pour qu'il soit réinscrit au rôle. Donc, voilà ce moment où le moment où elle est venue. Elle est venue parce que, son dossier était perdu et parce qu'il fallait enfin, était pas perdu, mais, avait été retiré, avait été radié et qu'il fallait le réintroduire devant le conseil de prud'homme. Mais elle n'y croyait pas trop. Alors que moi, quand je voyais son dossier et quand je voyais les pièces les plus importantes, quand je me disais: «Il ne faut pas noyer le conseil de prud'homme dans les pièces, mais il faut leur donner les pièces les plus percutantes», réorganisé comme ça, je me disais: «Le dossier, je ne peux pas le perdre». Et qu'est-ce que ça a donné alors justement? Tu l'as présenté et vous avez gagné directement? Alors, déjà 2 choses. Première chose, hem, entre-temps, alors qu'elle avait saisi en résiliation judiciaire, ma cliente a été licenciée pour inaptitude. Qu'est-ce que c'est que le licenciement pour inaptitude? C'est quand, au bout de quand vous passez une visite de reprise après un long arrêt de travail, ça passe sur 2 mois d'arrêt de travail, quand vous passez une visite de reprise, si le médecin déclare que vous n'êtes plus apte à travailler dans l'entreprise, votre employeur est obligé de vous licencier est obligé de vous licencier. Il a 1 mois pour vous licencier. Mais dans la forme là, d'après ce que tu me dis, elle était effectivement plus capable de travailler pour l'entreprise. Elle était mentalement incapable de supporter la charge, ne serait-ce que la charge du premier poste qu'elle avait eu 10 ans plus tôt. Donc techniquement, à ce niveau-là, les choses se tiennent. On est d'accord? Et c'est ce qui s'est passé. Elle a passé une visite de reprise auprès de la médecine du travail, qui l'a soutenue du début à la fin du process, de sortie, pardon. Et en réalité, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans la société et la société a été obligée de la licencier. Et donc comme la société a été obligée de la licencier, elle a touché ses indemnités légales, ce qu'on appelle l'ancienneté, heu et heu et ce enfin et là, en réalité, et son solde de tout compte avec ses indemnités compensatrices de congés payés et cetera. Elle a pu s'inscrire chez France Travail pour toucher ses indemnités Pôle emploi et son dossier, on a pu le réintroduire et dans le dossier que je mettais au prud'homme, j'avais une première partie où je demandais tout le temps la résiliation du contrat de travail et une deuxième partie où je contestais aussi le licenciement, où je disais: «Vous savez le licenciement que ma cliente a vécu? Ce licenciement, c'est dû à des manquements de l'employeur. C'est dû à des manquements de l'employeur, à des manquements à son obligation de santé et sécurité, à ce harcèlement moral que ma cliente a subi». Et en fait, l'idée, c'était de montrer, au conseil de prud'homme que s'ils estimaient que la résiliation judiciaire du contrat de travail n'était pas viable, bah, de toute manière, elle était licenciée, mais que ce licenciement était nul ou sans cause réelle et sérieuse. Et donc on a été dans le au de enfin, on a été au procès. On a plaidé le dossier une première fois et c'est un dossier à ce niveau de responsabilité où les montants étaient énormes et le conseil de prud'homme, dans un premier temps, ne s'est pas prononcé. Il a renvoyé l'affaire en départage. Quand les conseillers prud'homaux, salariés et employeurs n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un délibéré, ils renvoient un juge professionnel, qu'on appelle le juge départiteur et qui est un magistrat, qui a fait, l'ENM et cetera et qui va juger le dossier. Alors attends, j'essaye de me mettre ça bien en place dans ma tête. Elle est licenciée, heu, parce qu'elle n'est plus en capacité de travailler et techniquement, c'est vrai. Tu remontes un peu en arrière et tu arrives à prouver, bah, oui, mais elle est plus en capacité de travailler et parce qu'elle est devenue inapte parce que à cause de l'entreprise, parce que c'est une maladie du travail, donc on va faire sauter ça. Là, tu arrives devant les prud'hommes ne sont pas des juges et ils disent: «Ah, on n'est pas en capacité, là, c'est un trop gros truc et on va le renvoyer à un juge». C'est bien comme ça que ça s'est passé? Oui, mais je peux pas dire enfin, on peut pas dire les conseillers prud'homaux ne sont pas des juges. Les conseillers prud'homaux sont des professionnels qui connaissent le droit, qui sont formés à ça, mais ils n'ont pas fait l'école de la magistrature et dans un, conseil de prud'homme, vous avez la formation paritaire, donc 2 juges, 2 conseillers prud'homaux salariés, 2 conseillers prud'homaux employeurs et votre but, c'est de convaincre 3 conseillers sur 4
que votre cas, que vos demandes sont légitimes. Et quand les conseillers, quand vous êtes 2 contre 2, quand il y a 2 conseillers qui n'arrivent pas à s'entendre avec 2 autres conseillers, et ben, c'est renvoyé à un magistrat professionnel cette fois-ci, qui est le juge départiteur, D'accord, qui c'est très lui clair. a une formation de juge. Ce qui n'est pas le cas des conseillers prud'homaux qui ont des formations de conseillers prud'homaux, qui connaissent le droit du travail, et heureusement, puisque c'est eux qui donnent de fait la plupart des jugements du conseil de prud'homme, mais ils n'ont pas la fonction de magistrat. Mmh. OK, je comprends. Et donc, qu'est-ce que ça a donné à cette étape? Quand vous êtes Alors, retrouvés, vas-y. quand on est donc là, au départ, c'était un peu décevant d'être en départage avec un dossier comme le nôtre. Mais c'était décevant et en même temps, c'était très stimulant parce qu'on se disait: «On a un dossier excellent, un dossier qui va être extrêmement bien motivé puisque c'est motivé, donc c'est rédigé par un magistrat professionnel, et donc c'était un mal pour un bien». Maintenant, le problème, c'est qu'en France, les délais de justice sont très longs, que certains conseils de prud'homme n'ont pas assez de juges départiteurs, et qu'en réalité, là, l'audience de départage est arrivée 2 ans après. Donc ça a été 2 ans de souffrance terrible pour ma cliente, 2 ans d'attente, et on a été devant le conseil de prud'homme, devant le juge départiteur au bout de 2 ans, et là, on s'est battus comme des lions et on a obtenu, en termes de condamnation, plus de 450 000 € pour ma cliente. Donc avec énormément de dommages et intérêts, ils ont la soci la le conseil de prud'homme a estimé que, la convention de forfait jour de ma cliente était inopposable, parce que l'employeur n'avait jamais contrôlé sa charge de travail. Ils se sont été Inopposable. C'est inopposables. C'est-à-dire qu'en fait, elle avait une convention de forfait, qui était une convention de forfait jour. C'est-à-dire le que cadre, quoi, le forfait cadre. voilà, de cadre au forfait jour, et en fait, le conseil de prud'homme dit: «Cette convention, comme l'employeur n'a pas respecté ses obligations essentielles de la convention au forfait jour, c'est-à-dire qu'il n'a pas contrôlé la charge de travail de ma cliente, année après année, et ben, cette convention de forfait jour, on pouvait l'écarter, et si on écarte la convention de forfait jour, on retombe sur le droit commun, et le droit commun, c'est que toutes les heures supplémentaires doivent être payées». Et Et dans ce donc cas-là, il y a un montant colossal d'heures supplémentaires à payer. exactement. Quand vous travaillez, plus de 10-12 heures par jour, il y a un montant colossal d'heures supplémentaires à payer, en effet. Donc là, le dossier est très, très bien parti, très, très bien mené, hem, très, très bien amené, je veux dire. Mais, rappelle-moi, quelles sont les pièces qui ont fait pencher le dossier, ou qui font pencher le dossier en faveur de ta cliente à cet instant? C'est qu'est-ce qui qu'est-ce Rappelle-moi, résume-moi un peu toutes les pièces qui ont vraiment permis de faire la différence. Alors, pour le manquement à l'obligation de santé-sécurité, qui a permis d'avoir des dommages et intérêts importants dans le dossier et a montré que l'employeur avait manqué à son obligation. Les pièces les plus importantes, ça a été les différentes alertes par mail, par recommandé, réalisées par la cliente, qui n'ont pas amené de réponse de la société. Ça a été aussi, les différents rapports. Nous avons demandé à la cliente de récupérer, son rapport, enfin son dossier médical auprès de la médecine du travail. Ce que tout salarié peut faire, hein. Dès que le contrat de travail est rompu, vous pouvez demander à la médecine du travail de vous donner votre dossier médical. Et il y a une pièce qui a fait vraiment mouche dans ce dossier en particulier. Ça a été, lors d'une visite, au sein d'une filiale de la société. Ma cliente a imprimé quelque chose suite à une réunion, et dans la photocopieuse, elle a trouvé un mail qui était envoyé de la vice-présidente, vous savez, qui a pris un peu sa place dans l'organigramme, au président de la société, qui disait que ma cliente, donc texto, que ma cliente était proche du burn-out, et que, si on continuait comme ça, elle allait craquer. Et nous avons cette pièce. Cette alerte qui n'est pas demandée par ma cliente à la société, mais qui est une alerte en réalité de la présidente qui a pris sa place et qui avait visé à la faire craquer, au président, et aucune mesure n'a été prise pour protéger ma cliente. Et donc on comprend donc le stratagème de la société. On comprend que la vice-présidente et que le président n'avaient qu'une envie, c'était de pousser au burn-out définitivement ma cliente. Et donc ils s'étaient dit, quand ma cliente est partie pour une aptitude,
qu'ils avaient réussi leur taf. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dès le départ de ma cliente pour inaptitude, la vice-présidente qui avait pris sa place à la vice-présidence, du coup, a été officialisée à cette fonction par rapport à tous les collaborateurs de la société. Donc, La société était prête. Ils attendaient juste qu'elle parte. exactement. Et ça a été une pièce qui a fait mouche. On n'a pas souvent ce genre de pièce dans un dossier, mais les pièces qu'on doit avoir, c'est nécessairement les alertes. C'est les pièces médicales, les différentes alertes, et les différentes alertes, il ne faut pas se limiter. C'est des alertes à l'employeur, au DRH, au CSE, à la médecine du travail, voire à l'inspection du travail. Plus vous faites d'alertes, moins ça va nuire à votre santé, et même ça va nuire à votre dossier, je veux dire. Et même mieux, si jamais vous faites des alertes et que suite à ça, on vous licencie, par exemple pour des faits ridicules, eh ben, vous pourrez toujours dire que ce licenciement est nul. Parce qu'en réalité, ce licenciement n'est lié qu'à une chose, c'est vos différentes alertes que vous aviez fait auparavant. Et donc en fait, c'est une atteinte à votre liberté fondamentale, qui est la liberté d'expression. Donc voilà, plaignez-vous quand ça ne va pas, protégez-vous quand ça ne va pas, c'est le plus important. C'est plus important et j'ai besoin d'avoir ces pièces, on a besoin en tant qu'avocat d'avoir ces pièces, ces différents mails de plainte, ces différents courriers, les traces d'envoi, les traces de réception, et cetera. Et ça, c'est les pièces fondamentales. Après, bon, je vous ai dit dossier médical auprès de la médecine du travail, et cetera. Ça, c'est pour tout ce qui est manquement à l'obligation de santé et sécurité. Pour les heures sup, il y a quelque chose en plus des mails d'envoi, et cetera, des logs des logs quand vous êtes connecté aux outils internet et tout. Il y a une pièce qui peut être fondamentale et que je demande à tous mes salariés de réaliser avant de me voir, c'est de faire un tableau de toutes leurs heures supplémentaires effectuées sur les 3 dernières années. C'est un tableau très précis avec heure de début, heure de fin, heure de pause. Et quand on le peut, ce tableau, on l'illustre avec des mails d'envoi de début de journée, des mails de fin de journée, et cetera. Et en fait, ce tableau a été validé par la jurisprudence comme étant viable, en fait, pour demander le paiement des heures supplémentaires, comme étant un commencement de preuve suffisant. Et donc, si vous venez avec un tableau Excel bien fait, la seule manière pour l'employeur de ne pas payer vos heures supplémentaires, ça va être d'apporter la preuve que vous n'avez pas travaillé ces heures-ci, les heures du tableau, ce qui est quasiment impossible. Voilà les pièces à réunir Sans, pour moi. sans compter qu'elle est arrivée avec des éléments qui prouvaient qu'elle était là, puisque la société avait accepté de rembourser des VTC, parce que, etc., etc. Et donc, au Exact. final, qu'est-ce que ça a donné, le jugement final, en fait, de la situation? Alors pour notre cliente, nous avons gagné plus de 450 000 € en solidommaire. Énorme. Ouais, c'est non, non, c'est énorme, c'est énorme. C'est énorme, mais c'est relatif aussi à son salaire de référence qui était très important, au nombre d'heures supplémentaires qu'on a pu récupérer, au dossier médical qui était, énorme, et donc on a gagné plus de 450 000 €. Maintenant, on verra si la société va s'exécuter ou pas, donc si elle va payer spontanément ou pas. Mais ce dossier n'est pas terminé de toute manière puisqu'il y aura tout un pan aussi lié au pôle social du tribunal judiciaire. Je vous ai dit qu'elle avait été déclarée en maladie professionnelle, et ben maintenant mon prochain combat dans ce dossier, c'est de mener un combat pour obtenir la faute inexcusable de la société à son égard. C'est de dire: «Ma cliente vous a prévenu, vous n'avez pas agi, elle est tombée malade, cette maladie a été reconnue en maladie professionnelle et donc vous devez l'indemniser au titre de la faute inexcusable». La faute inexcusable, ça te donne droit à la majoration de ta rente que tu vas avoir et aussi, à divers dommages et intérêts, qui ont vocation à réparer l'intégralité de votre préjudice. En même temps, je pense que ça se tient un peu, parce que c'est un préjudice qui, sur la durée, peut vraiment être coûteux. Un burn-out, ça en met du temps à en revenir, selon la situation. Enfin, si elle arrive à prouver la gravité d'une situation grave, à mon sens, ça se justifie pas mal. Bah, c'est pas que ça justifie mal, c'est qu'en fait, elle a été détruite par son métier, par son travail. Elle a été littéralement détruite. Vous aviez une étoile montante
de ce secteur d'activité et elle ne peut plus travailler ailleurs. Elle a perdu sa concentration. Elle a été déclarée salariée handicapée, elle a un taux d'incapacité très important. Oui, bien sûr que ça se défend parce que quand on se fait détruire comme ça par son employeur, qu'on fait tout, qu'on donne toute sa vie à son employeur et qu'en retour, bah, on est traité comme une vieille chaussette et que ça peut très facilement nuire sur la santé et en fait, ça peut nuire pas seulement à votre vie professionnelle, mais à votre vie privée, à votre relation de couple, à votre, relation avec vos enfants et cetera et vous pouvez perdre totalement pied. C'est ce qui s'est passé pour elle et donc bien évidemment, l'entreprise doit pas seulement payer des dommages et intérêts pour moi, s pour les différents manquements qu'on a pu obtenir dans les prud'hommes, mais aussi, à plus long terme, sur la faute inexcusable. Dans ce type de dossier, il faut aller jusqu'au bout. Merci Marlon, je pense qu'on a là beaucoup de conseils et d'exemples de ce qu'il faut faire dans ce genre de situation. Si cet épisode vous parle, c'est peut-être que quelque chose chez vous vous dit que ça ne va pas. Peut-être que ça vous parle à vous personnellement, peut-être que vous pensez à un proche. Écoutez cette intuition. Les conflits au travail commencent rarement par un grand choc. Ils commencent par un malaise qu'on minimise. N'attendez pas le point de non-retour. C'était Face à l'employeur avec Marlon Zard, avocat fondateur du cabinet Howard, spécialisé dans la défense du salarié. À très bientôt.